Comment choisir sa carte mémoire pour son appareil photo? Si vous regardez cette vidéo, c'est que sûrement vous vous posez cette question. En effet, si vous avez parcouru une boutique photo, vous vous êtes sans doute rendu compte de la variété des cartes mémoire qu'il existait, tant par leur famille que par leur volume ou encore par leur débit. Et donc il y a peut-être des choses que vous ne comprenez pas, la différence entre UHS 1, UHS 2, entre les cartes SD, micro SD, compact flash ou encore CF Express, ou même de savoir quelle est la différence entre une carte C10, U3 ou encore V30, V60, V90. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Eh bien, figurez-vous que dans cette vidéo, on va faire un point et le but, ça sera de répondre précisément à toutes ces questions et qu'au bout, vous ayez toutes les réponses aux différentes questions que vous pouvez vous poser autour du sauvegarde, en tout cas des cartes mémoire pour appareil photo, mais aussi un petit peu plus pour les caméras. Donc ce que je vous propose durant cette vidéo, c'est qu'on va faire un petit point théorique pour comprendre un petit peu les grandes caractéristiques à regarder. Et le but, c'est vraiment que vous compreniez les différences, et notamment pour comprendre les différences tarifaires. Ensuite, ce qu'on fera, c'est que je vous donnerai des conseils, notamment pour vous aider à faire votre choix. Et puis, je vous expliquerai, ça sera le dernier temps de cette vidéo, je vous expliquerai un petit peu, moi, les cartes que j'utilise, et vous verrez que j'utilise des cartes assez différentes, de budgets assez différents. Et le but pour moi sera de vous expliquer pourquoi j'utilise ces cartes aussi différentes et surtout de comprendre ce qui les différencie réellement. Et pour ça, je vous proposerai un certain nombre de tests et vous verrez, ça sera assez concluant. Dernière petite chose avant de nous lancer, vous avez remarqué que le décor, pour celles et ceux qui sont habitués à me suivre sur cette chaîne, n'est pas le même que d'habitude. Non, on n'est pas Madère, mais on n'est pas non plus dans mon bureau habituel et pour cause. En fait, j'habite dans le Pas-de-Calais. Alors non, je vous rassure, je ne suis pas inondé, mais vous le savez, la météo a été très compliquée ces derniers temps. Et donc, notamment depuis la tempête Ciarán, là, on a eu des dégâts et nous, on a eu un dégât des eaux dans le bureau. Ce qui fait que le bureau n'est pas, on va dire, suffisamment utilisable pour tourner la vidéo habituelle. C'est pour ça qu'aujourd'hui, le décor est un petit peu différent et que je suis sur un de mes fauteuils et que je fais on va dire une petite improvisation au milieu de mon salon. Dernière petite chose, si vous entendez du bruit ou que vous voyez un petit truc poilu qui passe, c'est Pingu qui fait sa vie parce que lui, il s'en moque un petit peu. Et au moment là où je parle, il est juste à côté sur son arbre à chat et il est en train de m'observer. Enfin bref, sans plus tarder, commençons et rentrons un petit peu dans les grandes caractéristiques des cartes de mémoire. Alors la première chose que l'on doit regarder, c'est les grandes familles de cartes mémoire qu'il existe. Et on va commencer par la plus populaire, c'est la famille des cartes SD, SD pour Secure Digital en anglais, et c'est une carte qui aujourd'hui est de très loin la plus répandue. Elle existe sous deux formes principales, la carte SD classique et ensuite la carte micro SD. Alors la carte SD, elle est née à la fin des années 90 et depuis elle n'a cessé de se répandre et aujourd'hui c'est sans doute la carte au meilleur rapport qualité-prix que vous pouvez trouver sur le marché. Le principe est assez simple, c'est une carte qui est devenue un véritable standard avec des dimensions standards et qui aujourd'hui équipe la plupart de nos appareils. Les cartes SD au format normal sont devenues un petit peu la norme pour tout ce qui concerne les appareils photo grand public mais aussi professionnels ainsi que sur certaines caméras. Les cartes micro SD, elles, pour leur part, équipent plus notamment nos smartphones et également certaines caméras d'action ou encore des drones. Petit point pour terminer sur les cartes SD, aujourd'hui, ces cartes et depuis leur création sont gérées par ce qu'on appelle la SD Association, donc c'est un groupement en fait d'entreprises, d'ingénieurs, etc. qui gère ça. Et la carte SD, contrairement à ce qu'on pourrait croire, est en pleine encore évolution et elle est loin d'être morte et d'être dépassée, ça on en parlera tout à l'heure. Face à la carte SD, il existe une famille parallèle qu'on appelle famille des cartes CF ou Compact Flash et qui elle est gérée par la Compact Flash Association, donc vous voyez c'est un petit peu parallèle à la carte SD. On y retrouve à l'intérieur 4 sous-familles, on va dire de la plus ancienne à la plus récente. La première c'est la Compact Flash et on va en parler après. Ensuite vous avez ce qu'on appelle les CFast, ensuite les XQD et enfin les cartes CF Express de type A, B. Les plus anciennes sont donc les cartes qu'on appelle Compact Flash et qui étaient très populaires notamment dans les réflexes. Elles sont nées dans les années 1990 et avaient pour but d'offrir une sauvegarde qui soit notamment résistante et fiable. Et moi par exemple quand j'avais mon Nikon D800, j'avais de la Compact Flash. Mais ces cartes depuis, elles ont vieilli et aujourd'hui elles ne sont plus utilisées sur les modèles récents. On continue d'en trouver sur le marché et c'est pour cause parce qu'en fait, tout simplement, il y a encore plein de gens qui les utilisent sur leurs réflexes. Mais en tout cas, ce sont des cartes qui aujourd'hui ne sont plus utilisées sur les nouveaux modèles, comme je viens de le dire, tout simplement parce qu'elles n'offrent pas des débits
d'écriture et de lecture suffisamment rapide puisqu'on ne dépasse pas les 200 mégaoctets par seconde. C'est en cela qu'a été créée la carte Cfast dans les années 2000. Alors les cartes Cfast sont, on va dire, peu communes et peu répandues et on les trouve plutôt au niveau des caméras encore aujourd'hui, mais ces cartes ont tendance à être remplacées notamment par les CF Express de nos jours. Et donc l'un des premiers gros tournants, il a eu lieu au début des années 2010 quand vous avez SanDisk avec Nikon et Sony qui ensemble ont travaillé sur un nouveau projet de carte qui a été la XQD. Et cette carte, en fait, c'est ni plus ni moins, si je puis dire, l'ancêtre de la CF Express Type B, parce qu'elles ont exactement la même taille. Et ces cartes ont proposé, dans un format plus réduit que la Cfast, des performances vraiment supérieures, parce que là, on commençait à rentrer dans des cartes qui dépassaient le gigaoctet par seconde, ce qui est absolument considérable. Et ça répondait notamment aux besoins des vidéastes qui voulaient des débits de plus en plus importants. Le problème de la XQD, c'était notamment son prix. Et moi, je me souviens à l'époque, quand je me positionnais pour savoir quelle marque j'allais prendre pour remplacer mes réflexes et passer sur hybride. Et ce qui m'avait notamment freiné sur le Z6 à l'époque, c'était ces fameuses cartes XQD. Il y avait un port qui n'était que XQD et pas compatible SD, ce qui voulait dire que là, ça pouvait vite devenir très très cher alors que tout le monde n'en avait pas besoin. Et en fait, ces cartes XQD, elles ont été progressivement remplacées par ce qu'on appelle aujourd'hui les cartes CF Express. Alors, il en existe 3 sous-familles de CF Express. Vous avez les types A, les types B, les types C. On va évacuer d'entrée la type C parce qu'elle n'est pas utilisée aujourd'hui dans le monde de la photo ou de la vidéo. Donc, on utilise seulement des A et des B. Quelle est la différence entre les deux? C'est notamment la taille et ensuite la capacité. Les CF Express de type A sont plus petites qu'une carte SD, elles sont légèrement plus petites, alors que les cartes CF Express type B sont plus grosses. La CF Express type A peut avoir des débits, notamment d'écriture, supérieurs à 1 gigaoctet par seconde, alors que les cartes de type CF Express type B, elles, vont jusqu'à 2 gigas, voire un peu plus, donc ce qui est absolument considérable. On retrouve plus aujourd'hui les cartes CF Express type B, qui, je le répète, sont exactement les mêmes que les XQD, mais nouvelle génération, alors que les CF Express type A sont moins répandus. Et par exemple, moi, c'est ce que j'ai sur mon Sony Alpha 7 IV actuellement. Donc vous, ce qu'il vous reste à faire, tout simplement, c'est de regarder quel type de carte mémoire peut accepter votre appareil photo. Personnellement, si je regarde les miens sur mon Fujifilm X-S10, je n'ai qu'un port de carte qui accepte des cartes SD. Et si maintenant je regarde mon Sony Alpha 7 IV, j'ai 2 ports de carte qui est compatible pour les 2 ports avec des cartes SD, et le port numéro 1 est aussi compatible avec des cartes CF Express de type A. Et une fois que vous avez trouvé quel type de carte est compatible avec votre appareil photo, maintenant il faut définir de quel volume vous avez besoin. Alors déjà, il faut se rappeler qu'il n'y a encore pas si longtemps que ça, acheter une carte SD de 1 gigaoctet, ça coûtait quand même pas mal d'argent, et depuis quelques années, le prix du volume de stockage a considérablement chuté, et aujourd'hui, des cartes de 32, 64 ou 128 Go ne coûtent plus grand chose, et ça, c'est vraiment une bonne nouvelle. La vraie question, c'est de savoir de quel volume est-ce qu'on a besoin, et là, vous allez voir que c'est une réponse qui est pas si simple que ça, et je ne vais pas pouvoir vous donner une réponse clé en main. En effet, le volume dont vous avez besoin va dépendre essentiellement de vos utilisations et de votre pratique, à la fois en photo comme en vidéo. Pour ce faire, je vais vous donner quelques exemples. Tout d'abord, le volume dont vous allez avoir besoin va notamment dépendre de la définition de votre capteur d'appareil photo. En effet, si vous avez un capteur qui fait 24 millions de pixels ou un capteur qui fait 61 millions de pixels, forcément, le fichier RAW ou JPEG de votre capteur le plus défini pèsera beaucoup plus que celui du capteur moins défini. Et donc, en cela, on a besoin soit plus de stockage, ou alors on fera tout simplement moins de photos avec. Deuxième exemple, vous allez aussi vous focaliser sur le type de photographie que vous faites. Par exemple, si vous faites de la photo où vous n'avez pas besoin d'avoir beaucoup de photos sur votre session, il ne sert à rien d'avoir des gros volumes de stockage. A l'inverse, si par exemple vous faites de la photographie sportive animalière et que vous avez de grosses rafales, là on va vite remplir des gigas de stockage. Je donne un exemple très concret. Vous avez peut-être vu que Sony avait sorti son dernier A9 III avec une rafale impressionnante avec son capteur 24 millions de pixels de 120 images par seconde sans compression. Et donc là, quand vous y réfléchissez, si je prends, allez, on va dire un RAW non compressé, 24 millions de pixels, je vais mettre une fourchette haute à 50 mégaoctets par RAW, à la louche. C'est purement théorique ce que je dis, mais imaginez, vous faites ça, vous faites une rafale, vous enfoncez votre doigt dessus, une seconde, 120 images. 120 images x 50 MO, ça fait 6000 MO, soit 6 gigas par seconde. On reste rarement appuyé une seule seconde. Vous restez appuyé 3 secondes, 3 x 6, 18.
18 gigaoctets de fichiers en 3 secondes. Donc vous imaginez le volume dont on a besoin, c'est absolument considérable. Alors que si vous faites peu de photos, bon ben là forcément vous allez avoir besoin de beaucoup moins de volume. Si maintenant vous faites de la vidéo, eh ben c'est là que ça se gâte un petit peu plus. Donc là le volume va dépendre vraiment de la pratique vidéo que vous avez. Déjà, on va regarder au niveau de la définition de votre vidéo. Est-ce que vous faites de la 720p, de la 1080p, de la 2,7K, de la 4K, de la 6K, la 8K? Bon ben là forcément ça va fortement varier. Même chose, le nombre d'images par seconde va avoir une vraie influence sur la quantité de données que vous allez stocker. Enfin, il faut regarder l'échantillonnage, donc c'est-à-dire la qualité, on va dire, vidéo, notamment des couleurs et de la luminance. Plus votre vidéo aura un échantillonnage, on va dire, important, plus vous allez avoir de richesse et de détails dans votre vidéo, et plus forcément le volume va augmenter. Donc si vous faites par exemple de la Full HD avec un échantillonnage assez moyen, bon, bah là vous n'avez pas besoin d'avoir des cartes assez énormes. Si par exemple vous commencez à faire de la 4K ou même de la 6K en 422 10 bits, en ProRes ou quoi, là forcément vous allez avoir besoin d'un peu de stockage. Et une fois que vous avez défini ça, on arrive au plus compliqué, c'est ce qu'on appelle les débits, en tout cas les vitesses de lecture et d'écriture. Et vous allez voir que là on rentre dans des choses qui sur le papier paraissent compliquées, mais qui dans les faits ne le sont pas tant que ça. Donc imaginez, ça y est, vous avez défini, vous avez un appareil photo, il a 2 ports SD, cool. Vous cherchez une carte de 64 Go, vous avez évalué que c'est à peu près, on va dire, ce qui vous convient. Super, vous allez en ligne, admettons que vous allez sur le site Miss Numérique, vous savez, moi c'est la boutique avec laquelle je travaille, et là vous allez sur leur rubrique carte de stockage, et vous vous rendez compte que sur une carte 64 Go, vous pouvez avoir une carte sans disque à 13,90 € de 64 Go, ou en même temps une carte Sony à 119 €, soit 8,5 fois plus cher. Et là vous allez vous dire, mais pourquoi est-ce que je devrais payer 8,5 fois plus cher, et qu'est-ce qui justifie cette différence de prix? Et bien vous allez voir que c'est subtil, mais il y a de vraies différences. Et donc ces différences, elles vont se faire sur les débits, sur les vitesses d'écriture et de lecture. Donc il faut bien différencier les deux. La vitesse qu'on appelle de lecture, c'est notamment la vitesse de transfert entre votre carte et ensuite votre ordinateur. Et ensuite vous avez la vitesse d'écriture, c'est la capacité qu'a votre appareil photo à écrire les photos, donc à les mettre sur votre carte. Et donc il faut vraiment différencier les deux parce que les chiffres peuvent être, et on le verra, diamétralement opposés si vous regardez l'écriture ou la lecture. Et ce qui va le plus nous intéresser, et ça on va le garder en tête parce qu'on va avoir beaucoup de chiffres maintenant, c'est surtout la vitesse d'écriture, car c'est elle qui va être de loin la plus importante dans votre quotidien quand vous prenez des photos ou des vidéos. Donc si on regarde sur les cartes CF, c'est pas compliqué, en tout cas pour les cartes récentes, sur les CFast, sur les XQD ou encore sur les CF Express type A ou type B. Là, c'est pas compliqué, les débits sont assez énormes, donc dans tous les cas, ça suffira pour tous les usages. Donc ça, on va passer. Là où ça se complique, c'est vraiment quand vous prenez les cartes SD, et là, vous allez voir, pour une même carte SD, mais là, vous avez des vitesses qui peuvent être très, très différentes sur un même stockage. Pour vous en convaincre, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris les deux cartes dont je vous parlais chez Miss Numérique, la SanDisk de 64 Go à 13,90 € et ensuite la Sony à 119 €. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va les comparer et on va regarder côte à côte les caractéristiques, toutes les appellations qu'on a dessus, tous les petits noms, tous les petits trucs un petit peu compliqués, et on va les prendre un par un pour que vous compreniez un petit peu à quoi ça correspond et surtout pour comprendre les différences entre les deux. Et au bout, on comprendra mieux le prix. Alors la première chose qu'on va regarder sur ces cartes, c'est tout d'abord leur appellation. Vous avez vu, il n'y a pas marqué sur les deux simplement carte SD, mais il y a marqué carte SD XC. Alors ces appellations, il y en a 4 grandes familles. Vous avez d'abord les cartes SD qui n'existent plus aujourd'hui parce que trop anciennes et pas assez volumineuses. Et ces appellations, je le précise, ça correspond notamment au volume de la carte. Ensuite, vous avez les cartes qu'on appelle SDHC qui, elles, vont généralement jusqu'à 32 Go. Alors elles, aujourd'hui, elles sont moins répandues parce que maintenant les gros volumes sont répandus, mais il y en a encore. Mais les deux cartes que l'on a sous les yeux sont des cartes SDXC, donc SD Extended Capacity ou capacité étendue en français. Donc ce sont les cartes qui vont entre 32 et 1 Teraoctet. Et donc là, vu qu'on est à 64 Go pour les deux, elles sont forcément dans la même famille. Enfin, vous avez une dernière catégorie qui n'est pas encore arrivée sur le marché, qui a été annoncée par la SD Association et qui arrivera ultérieurement. Ce sont les SDUC pour Ultra Capacity et qui, elles, pourront même atteindre, écoutez bien, des capacités jusqu'à 128 Tera, donc c'est comme un SSD, c'est assez fou, mais pour l'instant, ça n'est toujours pas sur le marché. Ensuite, et si vous regardez à côté de l'appellation, vous allez voir un nombre, en l'occurrence 1 sur la SanDisk et 2 sur la Sony.
Ça correspond à la classe de la carte. Et vous allez voir, on va reparler de classe juste après. Mais en tout cas, ce sont les capacités théoriques de deux grandes familles, les UHS 1 et UHS 2. UHS, ça veut dire Ultra High Speed, donc ce sont sur les cartes, on va dire, récentes. Et ça, ce sont des capacités maximales que peuvent supporter aujourd'hui, on va dire, les cartes SD. Donc aujourd'hui, les cartes UHS 1 peuvent, dans cette grande famille, aller jusqu'à 104 MO par seconde d'écriture et les cartes UHS 2 peuvent aller jusqu'à 312 MO d'écriture par seconde. Alors attention, ça ne veut pas dire du tout que c'est la valeur qu'aura notre carte. Ça, ce sont plutôt des valeurs notamment pour les appareils photo, pour les ports. Si je vous donne un exemple concret, moi sur mon Fujifilm X-S10, il n'a qu'un port SD qui est de type UHS type 1, ce qui veut dire que le port aura une vitesse maximale d'écriture de 104 MO par seconde, alors que les ports SD du Sony Alpha 7 IV sont à la norme UHS 2, ce qui veut dire qu'ils pourront avoir une écriture maximale sur carte SD de 312 mégaoctets par seconde. Dès lors, ce n'est pas ce qui va le plus nous intéresser pour comprendre les vitesses réelles de la carte, et ce sont plutôt d'autres données. Pour vraiment comprendre ensuite la vitesse, et en tout cas l'écriture et la lecture d'une carte, on va s'intéresser donc aux autres classes, qui sont au nombre de 3, de la moins rapide à la plus rapide. Donc il y a la classe C, la classe U et enfin la classe V. La classe C, c'est la première à être sortie, entre guillemets. C'est avec un nombre qui va de 2 à 10 et le nombre correspond au mégaoctet maxi, on va dire théorique d'écriture, en tout cas garantie. Donc par exemple, une carte de classe C2 garantira normalement une écriture d'au moins 2 mégaoctets par seconde, ce qui est très faible, on ne va pas se mentir. C'est pour ça que ça c'est sur des cartes soit très bas de gamme ou alors assez anciennes. Mais aujourd'hui, la norme, c'est plutôt d'avoir des cartes C10, donc avec 10 mégaoctets par seconde. C'est pour ça qu'on arrive à la deuxième catégorie qu'on appelle U, U comme Ultra, et il y en a deux grandes, les cartes U1, 1 étant pour 10 mégaoctets par seconde, et ensuite les cartes U3, 3 pour 30 mégaoctets par seconde. Donc en l'occurrence, et là il faut bien le comprendre, que vous ayez une carte C10 ou une carte U1, les deux ont un débit garanti normalement d'écriture d'au moins 10 mégaoctets par seconde. Moi, je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment la base de la base et on ne doit pas descendre en deçà. Donc si on regarde par exemple notre carte SanDisk, vous voyez C10 et U1, donc ce qui veut dire que vous avez un débit qui garantit d'au moins 10 mégaoctets par seconde. Donc ça, après, il faut vérifier. Mais ça, c'est ce que donne la marque. Mais vous voyez que vous n'avez pas d'indication supérieure. Ça, on va en parler après. Mais c'est pour ça qu'il existe des cartes plus rapides et qui, elles, arrivent dans la classe la plus rapide qu'on appelle la classe V, V comme vidéo. Dans cette classe V, il existe 3 sous-catégories, les V30, les V60 et les V90. À chaque fois, le nombre correspond au mégaoctet d'écriture. Donc une V30 doit vous garantir au moins 30 mégaoctets d'écriture, une V60, 60 mégaoctets et une V90, 90, même si généralement les cartes vont bien au-delà, mais c'est au moins un standard de garantie. Aujourd'hui, on dit que généralement les cartes V30 sont la base notamment pour la 4K, et si vous voulez des cartes qui sont quand même plus rapides pour des plus gros débits, notamment en photo en rafale ou alors en vidéo avec des plus gros codecs, là on va aller plutôt vers de la V60 ou même de la V90. Et là, si vous regardez la Sony, vous vous rendez compte que vous avez une carte qui est mise comme U3, donc qui garantit normalement 30 mégaoctets par seconde, mais ensuite vous regardez, vous avez la classification V90, donc là on voit qu'on est sur une carte bien supérieure, et vous voyez que sur la SanDisk à 13,90 €, vous n'avez absolument aucune mention de V30 ou alors même de V60 et encore moins de V90, ce qui veut dire que les débits doivent être bien réduits. Et pour terminer, si vous regardez bien sur la carte, vous voyez quelques chiffres qui sont indiqués. Alors, si vous regardez la Sony, et là je prends mes notes pour ne pas oublier, vous avez notamment W290MB/S et vous avez ensuite R300MB/S. À quoi ça correspond? Alors le W, ça veut dire write, donc écrire, donc écriture en anglais. Ça veut dire que la carte, elle doit avoir un débit de 290 mégabits, mégaoctets par seconde. Et ensuite, write pour read, donc c'est pour lecture, une lecture de 300 mégabits par seconde, donc un transfert notamment sur l'ordinateur. Donc ça fait des débits qui sont très importants et bien supérieurs, vous voyez, aux 90 de la classe, on va dire V90. Donc là, on est vraiment sur une carte très puissante qui arrive au summum, on va dire, sur le papier
des standards maximum qu'on retrouve sur les cartes SD. A l'inverse, si vous regardez sur la SanDisk, c'est là où c'est très intéressant, vous n'avez qu'une valeur qui est marquée, juste simplement 140 MB/s, donc 140 mégabits par seconde. Alors là, vous vous dites, oui, mais c'est quoi? C'est de l'écriture, c'est de la lecture? Bah non, quand vous regardez la fiche technique, c'est bien de la lecture, donc du transfert entre la carte SD notamment et votre ordinateur. Et c'est là où c'est complètement foireux parce que vous n'avez absolument pas d'indication sur la carte de l'écriture, donc la vitesse à laquelle la carte va mettre les photos depuis votre appareil photo sur la carte. Et donc là, si vous regardez, eh bien, en fait, vous n'avez pas ces indications. Et ce qui veut dire que si la marque ne la communique pas, c'est qu'elle n'est pas rapide. Donc si je synthétise, vous voyez, au départ, on avait deux cartes de 64 Go, mais une à 13,90 € et une à 119 €. Et bien oui, quand vous regardez les fiches techniques, vous vous rendez compte que finalement, vous n'avez pas du tout les mêmes technologies. La Sony, elle est 8,5 fois plus chère, mais en attendant, elle promet des débits de 290 mégaoctets pour l'écriture, là où on n'a pas vraiment de données et on est à peine peut-être au-dessus des 10 mégaoctets par seconde en écriture. Et ça, il pourrait y avoir qu'un test sur ordinateur pour le confirmer. Mais là, je pense que vous commencez à comprendre d'où vient l'écart de prix. Et vous avez une carte qui est bien plus importante en termes de débit par rapport à l'autre, et pourtant, elles ont exactement le même volume. Donc une fois qu'on a regardé tout ça, maintenant, je vais vous donner une petite synthèse de ce que vous devez regarder pour choisir votre carte. Tout d'abord, vous devez regarder un petit peu ce que supporte votre appareil photo. Est-ce que c'est de la SD? Est-ce que c'est de la compact flash? Est-ce que c'est de la CF Express? Est-ce que c'est de la XQD, etc. Vous regardez. Et ensuite, ce que vous allez regarder, c'est le volume dont vous avez besoin en fonction de votre pratique, de votre définition de capteur, de comment vous filmez, vous faites de la rafale ou pas, etc. Et après, vous allez regarder notamment les besoins en débit et en vitesse de lecture-écriture, là aussi en fonction de votre pratique. Très sincèrement, il ne sert à rien d'avoir des cartes extrêmement rapides selon plusieurs situations. Si par exemple vous avez un appareil photo comme mon XS10 qui ne supporte que de la UHS-1, je ne vais pas mettre une Sony qui est de la carte très rapide dessus parce que de toute façon, elle sera bridée. De la même façon, si vous ne faites pas de rafale et si vous ne faites pas de la 4K en 4 bits en ProRes, il ne sert à rien d'avoir des cartes extrêmement rapides. Si à l'inverse, vous faites tout ça et que vous avez un boîtier très rapide, par exemple pour la photo, si vous êtes sur des appareils type Fuji X-H2S, sur du Canon R5, sur du Canon R3, du Nikon Z8-Z9, etc., des appareils avec vraiment de la grosse rafale, et bien là, il vous faut des cartes qui puissent supporter et, on va dire, avaler la rafale. Ça, je vous montrerai tout à l'heure parce qu'on va faire un test complet pour voir comment tient la rafale en fonction des cartes sur mon Sony Alpha 7 IV. Donc vraiment, si vous commencez à faire la rafale un petit peu sérieusement, moi je vous conseille vivement de partir au moins sur une base de V60 ou V90, et si votre appareil est compatible, allez carrément sur la CF Express ou la XQD parce que vous allez voir que ces cartes ont une réelle différence d'écriture. Et alors maintenant, ce que je vais vous présenter, c'est savoir moi quel type de carte j'utilise. Et bien en fait c'est très simple, j'utilise absolument de tout. Et pour cause, j'utilise de la micro SD, de la SD ou encore de la CF Express de type A. Je vais vous expliquer un petit peu pourquoi j'utilise tout ça. Je ne vais pas vous parler des micro SD pour le drone, pour l'Insta360, etc. Ce n'est pas le sujet. Je vais me concentrer sur les cartes SD et sur les CF Express parce que je pense que pour l'utilisation photo, c'est ce qui nous intéresse le plus. Et donc, je vais vous présenter les 3 cartes que j'utilise, on va dire, au quotidien. La première, c'est une carte pour moi basique, c'est ma base. Je ne prends pas de carte en dessous de V30, donc des cartes avec un débit, on va dire, moyen aujourd'hui, qui ne sont pas très chères et qui suffisent pour la plupart des usages si on ne pousse pas très loin. Donc moi, par exemple, j'ai toute une batterie de cartes SanDisk 128 Go. Ce sont des cartes qu'on trouve à peu près à 30 €. C'est de la V30, donc on a des débits qui sont assez moyens et ça vous permet de faire de la 4K 30 facilement, d'avoir une rafale correcte quand vous en faites de temps en temps, etc. Enfin ça, je pense que ça convient à la plupart des usages. Et moi, je ne suis pas un gros utilisateur de rafale, je ne suis pas au quotidien de la vidéo avec des gros débits, etc. Donc pour moi, c'est une carte un peu de tous les jours et c'est surtout celle que j'utilise notamment sur le XS10 et de toute façon, je n'ai pas besoin d'avoir des cartes plus rapides pour le XS10. Ensuite, j'utilise des cartes de la marque Lexar et je vous en reparlerai après et notamment des cartes V60. Là, en l'occurrence, la carte que je vous montre, c'est une Lexar de la série Gold V60 256 Go. Donc c'est une carte qui est plus rapide et qui elle est en UHS 2 et donc vous différenciez facilement en fait la SanDisk de la Lexar.
la V30 contre la V60? Parce qu'en fait, la première, la SanDisk, est en UHS 1, donc elle a une rangée de connecteurs audio, alors que la Lexar, elle, c'est de la UHS 2, donc vous avez 2 rangées de connecteurs audio. Alors cette carte-là, par exemple, moi, elle me sert vraiment au quotidien parce que c'est une carte qui est quand même plus rapide et surtout, c'est une carte qui me permet de faire de la vidéo, notamment avec du volume. Donc là, vous voyez, par exemple, je suis en train de tourner cette vidéo YouTube. C'est vrai que rapidement, quand vous tournez en 4K, vous voyez, les vidéos, elles sont un peu longues, c'est vrai, et donc ça fait rapidement du volume. Donc j'aime bien avoir des cartes avec un petit peu de stockage. Donc là, en l'occurrence, ça me sert pas mal. Et enfin, j'utilise de la carte CF Express de type A. Donc ça, c'est sur le Sony Alpha 7 IV. Donc là, clairement, c'est pas la carte que je vais utiliser au quotidien. Et vous voyez, j'ai une carte de 80 Go. Pas besoin de plus en volume parce que je vais l'utiliser dans des situations bien particulières. C'est pour de la photo notamment animalière, en tout cas sportive. Et là, dans ce cas-là, je cherche à tirer profit au maximum du buffer du Sony Alpha 7 IV, donc de la rafale. Et ça, on le verra tout à l'heure. Vous verrez donc avec le test rafale du Sony Alpha 7 IV, vous allez comprendre l'intérêt de la CF Express par rapport aux 2 autres cartes SD. Et donc simplement sur la CF Express, ce sont des cartes qui coûtent quand même plus cher. Là, moi j'ai une carte Lexar. La 80 Go est vendue 139 €, alors que si vous prenez l'équivalent chez Sony, elle est vendue 199 €. La particularité, c'est que les CF Express de type A sont moins répandus que les B, donc il y a moins de choix. Et donc sur le marché, vous avez peu de marques et donc peu de choix à nouveau. Et donc vous voyez, je vous prends juste à titre de comparaison, vous pourriez vous dire oui, mais la Sony elle est plus chère, mais elle est plus performante. Mais sur le papier, non, parce que la Lexar a un débit d'écriture, une vitesse d'écriture théorique maximale de 800 mégaoctets par seconde contre 700 pour la Sony. Donc sur le papier, elle est moins chère et elle est plus rapide. Donc voilà, c'est aussi ce qui fait qu'elle est là, mais vous le verrez, elle est extrêmement rapide et vous verrez les chiffres théoriques et pratiques juste après. Donc pour faire les tests et comprendre les différences entre ces 3 types de cartes, on va faire 2 tests assez différents. Le premier qui est un peu laboratoire, vous allez voir, et le deuxième qui est plus pratique. Premier test, commençons par un test plus laboratoire et plus geek informatique, on va dire. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mes cartes dans mon ordinateur. Pour ce faire, j'ai utilisé un lecteur de cartes, parce que ça c'est important, c'est quand même l'intermédiaire. J'utilise un lecteur de cartes là aussi de la marque Lexar. C'est le lecteur de cartes, j'ai pas la ref en tête, mais qui permet de lire les cartes SD et les cartes de type CF Express. C'est un lecteur de cartes qui se branche en USB-C et via un USB 3.2, donc avec vraiment des gros débits de connexion. Et ce que j'ai fait, c'est que à chaque fois, j'ai mis les 3 cartes dans ce lecteur et j'ai passé le tout dans Crystal Disk Mark, qui est un logiciel bien connu pour faire les mesures sur tout ce qui est disque dur, unité de stockage. Et donc, j'ai fait des tests pour voir les débits maximales sur les 3 cartes. Donc, je vous donne un petit peu les résultats. Je prends mes notes parce que là, c'est plein de petits chiffres. Si je prends la première carte, la moins chère, la SanDisk, la 128 Go, donc c'est à peu près une trentaine d'euros, vous avez juste marqué dessus une vitesse théorique de lecture de 200 mégaoctets par seconde. En la passant dans Crystal Disk, en fait, j'ai une valeur de 178 mégaoctets par seconde. Donc vous voyez, c'est inférieur. Et d'ailleurs, souvent, c'est comme sur les disques durs, souvent vous avez toujours des valeurs réelles qui sont inférieures aux valeurs théoriques fournies par les marques. Si maintenant je prends l'écriture, ce qui nous intéresse le plus, c'est pas marqué sur la carte, mais en regardant la fiche technique, vous vous rendez compte que SanDisk dit que c'est une carte à 90 mégaoctets par seconde d'écriture. Et là, en la passant dans le logiciel, on arrive à un maximal en écriture séquentielle à 102 mégaoctets par seconde. Donc c'est plus que la valeur théorique de SanDisk. Donc ce qui est pas mal du tout, surtout quand on tient compte du prix. C'est pas énorme, mais en tout cas pour beaucoup d'usages, ça suffit. Et maintenant, on mettra cette valeur en perspective tout à l'heure quand on fera le test rafale. Ensuite, ce que j'ai fait, c'est que j'ai passé maintenant la carte SD Lexar, la V60 en 256 Go et elle, en fait, elle a des débits qui sont sur le papier supérieurs. Alors elle est marquée comme 280 mégaoctets en lecture. Moi, je suis arrivé à 257, donc contre 280 promis. Niveau écriture, maintenant, Lexar promet 205 mégaoctets par seconde et là, dans Crystal Disk, on arrive à 192, donc c'est assez proche. Donc vous voyez, on a quasiment doublé la vitesse d'écriture par rapport à la SanDisk de classe V30. Mais ce qui nous intéresse, je pense, le plus, c'est de voir l'écart réel et théorique qu'il y a entre les cartes SD et les cartes de type CF Express. La carte CF Express, elle est très rapide et sur le papier, Lexar promet des
vitesses qui sont extrêmement rapides, 900 mégaoctets par seconde en lecture et 800 mégaoctets par seconde en écriture, ce qui est absolument considérable. Et donc, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai mis ça dans le lecteur, je l'ai mis, et là, patatras, j'ai été déstabilisé parce que les vitesses que j'ai relevées sur mon ordinateur étaient nettement inférieures. Et là, je me suis dit, c'est quand même bizarre, soit Lexar a menti, soit il y a un problème. Donc je me suis dit qu'il y avait quand même plutôt un problème parce que là, on arrivait sur des vitesses vraiment inférieures, 458 MO en lecture et 451 en écriture. Je me suis dit, il y a un BIMS. Et oui, le problème c'est quoi? C'est qu'en fait, en y réfléchissant, j'ai étudié mon setup PC, le problème ne venait pas du lecteur de carte, ni de la carte, mais bien de mon ordinateur. Et pour cause, mon PC fixe a des ports USB de type USB 3.0, et donc en fait, ils sont bridés, donc ils ont un débit maximal qui est inférieur à ce que peut balancer la carte. Donc ce que j'ai fait tout simplement, c'est que je suis allé sur mon ordinateur portable qui lui a des ports USB qui sont de norme 3.2 et qui eux ont des débits donc supérieurs. Et là, j'ai passé Crystal Disk, Marc, et là, pouf, ça a été cataclysmique. En fait, les résultats sont assez fous. En lecture, la carte CF Express de type A de Lexar atteint 937 MO par seconde contre 900 promis. En écriture, on nous promettait 800 mégaoctets par seconde et on arrive à 845 mégaoctets par seconde. 845 mégaoctets par seconde. Donc imaginez, si je compare avec, et là c'est phénoménal, avec la SanDisk, la 128 Go, on était à 102 mégaoctets d'écriture par seconde. Si je prends la Lexar carte SD V60, on était à une écriture de 192 mégaoctets par seconde. Et là, sur la CF Express de type A, Lexar, on est à 845 mégaoctets par seconde. Donc vous voyez, on a explosé le compteur. Donc d'un point de vue purement informatique et on va dire objectif et absolu, la carte CF Express est vraiment nettement supérieure aux deux cartes SD. La V60 est le double à peu près de la V30, mais moi ce qui m'intéressait, et c'est le deuxième test, c'est de voir, oui, mais dans la vraie vie, en photographie, est-ce que ça change vraiment quelque chose? Pour ça, on va faire un test de rafale. Le but, c'est de mettre les trois cartes dans le Sony Alpha 7 IV et de voir dans la vraie vie qu'est-ce que ça donne. Alors, je précise une chose, une parenthèse, avant de passer à la rafale. Simplement, si vous mettez la carte V30 dans le Sony et que vous voulez filmer, je parle bien de filmer, dans les codecs les plus élevés et sur le nombre d'images par seconde le plus élevé, en fait, il vous met un message d'erreur et il faut passer sur des cartes au moins V60 pour que ça fonctionne. Et c'est notamment pour ça que j'utilise la Lexar V60. Voilà, c'était juste la petite parenthèse. Maintenant, moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir quand vous faites de la rafale, quelle incidence a la vitesse d'écriture de votre carte sur ce qu'on appelle le buffer. Donc, c'est la capacité de votre appareil photo à tenir la rafale dans le temps. En effet, pour le comprendre, c'est très simple. Quand vous faites une rafale, votre appareil photo dispose de ce qu'on appelle un buffer, donc c'est une mémoire tampon, qui va stocker un certain nombre de photos le temps que le tout soit écrit sur votre carte. Et l'idée est la suivante, plus votre carte est rapide et plus elle peut écrire en temps réel en fait les photos. Et le problème, c'est que si votre carte n'est pas assez rapide, en fait, vous allez stocker et on va dire accumuler des photos sur votre buffer. Et si la carte n'arrive pas à suivre la cadence, en fait, votre buffer va être saturé. Et pour en fait éviter la catastrophe, tout simplement, l'appareil photo n'a pas d'autre choix que de ralentir la rafale le temps que les photos aient le temps d'être mis sur la carte. Donc le but, c'est d'avoir une carte qui soit suffisamment rapide pour écrire en temps réel les photos issues de la rafale et ne pas la ralentir. Donc l'objectif, c'est de mettre les trois cartes et de tester jusqu'où on va avec chaque carte pour voir si concrètement, en fait, c'est nécessaire d'avoir des cartes très rapides, notamment sur le Sony Alpha 7 IV. Et donc pour ce faire, il faut comprendre que j'ai mis le Sony Alpha 7 IV dans, on va dire, sa configuration la plus rapide. Le A7 IV, ça n'est pas le boîtier le plus rapide du marché, et loin de là. Il a une rafale maximale de 10 images par seconde, ce qui est finalement, on va dire, dans la moyenne, mais aujourd'hui, vous avez des boîtiers qui vont bien au-delà. Si vous avez, par exemple, du R6, c'est bien plus rapide. Si vous allez, par exemple, sur des boîtiers type XH2S, si vous allez sur du R3, du Z8, du A9, du A1, etc., du R3, là, vous avez des boîtiers qui montent à 30, 40 images par seconde. Et alors, imaginez le dernier Alpha 9 III qui, lui, monte à 120 images par seconde. Donc là, il vous faut des cartes très rapides. Donc c'est pour ça que le A7 IV n'est pas non plus un monstre. Aujourd'hui, beaucoup de boîtiers font, on va dire, de la rafale à 10 images par seconde. Et en plus, le A7 IV, il a une particularité qui est un peu mesquine, c'est que vous avez une rafale à 10 images par seconde, oui, mais en RAW compressé avec perte. Et si vous voulez du RAW
compressé sans perte ou du RAW non compressé, et bien en fait là vous devez descendre à 6 images par seconde, ce qui n'est vraiment pas foufou. Donc j'ai mis le A7 IV en I+, donc c'est 10 images par seconde, en RAW compressé avec perte, et le but c'est pour chaque carte, en restant appuyé, au bout de combien de temps en fait le buffer sature, et bien vous allez voir les résultats sont assez impressionnants. Alors nous voici sur notre petit protocole de test, donc j'ai bien ici le Sony Alpha 7 IV. Dedans, j'ai mis la première carte, hein, c'est la SanDisk du coup V30, donc la moins performante, on va dire, des trois. Et ensuite, ici, j'ai le chronomètre pour voir en fait à partir de quand ça va commencer à ralentir. Attention, c'est parti, 3, 2, 1. Maintenant, deuxième test, à l'intérieur, j'ai mis la carte SD Lexar 256 Go V60. De la même façon, on va voir au bout de combien de temps ça sature. Attention, 3, 2, 1. Allez, dernier test à l'intérieur, j'ai mis la Lexar CF Express type A. Et rappelez-vous, sur l'ordinateur, on dépasse quand même les 800 mégabits par seconde, donc c'est assez énorme. Attention, eh bien, on va être prêt. Voilà, j'ai sorti de l'appareil photo, le chronomètre, attention, 3, 2, 1. Et donc voilà, le résultat pour moi est sans appel, il y a une vraie différence entre les cartes, vous voyez, la SanDisk, la V30 en fait, elle monte très très vite ses limites, au bout de 3 secondes à peu près le buffer est saturé et la carte n'arrive pas à digérer tout le flux d'informations qui arrive, donc vous voyez hein, le volume, il chute, hein, donc on passe à peu près peut-être à aller à peut-être 2, 3, 4 images par seconde, là j'ai pas fait le calcul précis, mais vous entendez bien hein, qu'en fait ça chute. Si maintenant on passe sur la Lexar, sur la V60, vous voyez que c'est à peu près au bout de 4 secondes, ça tient légèrement plus, mais qu'ensuite ça ralentit, même si ça ralentit quand même nettement moins que sur la V30. Cependant, vous avez quand même un ralentissement et vous ne profitez pas très longtemps de la rafale pleine. Et enfin, vous voyez sur la CF Express, bah alors là c'est absolument terrible. Vous avez vu, je reste 30 secondes appuyé et pendant 30 secondes, vous avez la carte qui tient bon et en fait, elle engloutit les données. Et donc vous comprenez pourquoi j'utilise cette carte pour la photo animalière. Alors on fait jamais des rafales de 30 secondes, mais moi vous savez que vous avez de la marge, c'est assez impressionnant. Pareil, si vous voulez faire de la vidéo avec des trucs assez énormes, vous comprenez l'intérêt notamment des cartes CF Express comparées aux cartes SD. Et voilà, on arrive enfin à la fin de cette vidéo. Donc vous avez vu, hein, finalement, c'est un sujet qui est quand même assez large. Hein. Au global, vous devez quand même regarder en fait, de quel type de carte vous avez besoin. Pour ça, il faut regarder quel type de port il y a sur votre appareil photo, définir le volume dont vous avez besoin. Et je pense qu'il vaut mieux prendre plusieurs petits volumes plutôt qu'un énorme volume. Hein. Ça sécurise vos données. Et enfin, il faut regarder quel type de vitesse vous avez besoin, sachant que le plus important, c'est l'écriture par rapport à la lecture. Et vous avez vu, et c'est là où c'est très impressionnant, que vous avez de réels écarts hein, selon les classes au niveau de vos cartes. Moi, si je devais résumer, si vous faites de la photo, on va dire de façon banale, vous ne faites pas de la vidéo de façon poussée, vous ne faites pas des rafales énormes, vous n'avez pas besoin de cartes extrêmement rapides. Moi, je pense que le minimum aujourd'hui, et c'est pas très cher, c'est d'avoir la V30. Donc, vous avez plein de références qui se trouvent même sur des volumes assez importants pour pas très cher. Si maintenant vous commencez à faire des choses un peu plus sérieuses, que vous faites un peu de rafale ou de la vidéo un peu plus poussée, là il faut au moins la V60, V90 ou alors si votre appareil est compatible, des cartes de type CF. Là vraiment pour moi après ça commence à être très important. La grande question que vous pouvez vous poser aussi c'est quelle marque choisir. Moi vous voyez j'ai du SanDisk et du Lexar. Lexar et c'est là où je trouve que c'est très intéressant sur les cartes notamment les plus haut de gamme. Moi, j'ai trouvé que c'était un rapport qualité-prix vraiment très intéressant. Vous voyez, en comparaison, hein, par exemple, si vous regardez, les Lexar sont moins chers que les SanDisk et vraiment beaucoup moins chers que les Sony. Et vous voyez même que, par exemple, sur la CF Express type A, la Lexar propose un prix nettement inférieur au Sony avec des valeurs théoriques pourtant
supérieure. Alors vous allez me dire, niveau durabilité, ben moi depuis toutes ces années, mais vraiment toutes ces années, bah, c'est vrai que peu importe les marques, j'ai toujours acheté que des grandes marques, j'ai pas vraiment de problème. Lexar, j'en suis très content parce que je vous dis, c'est un très bon rapport qualité-prix. Moi, je trouve qu'aujourd'hui, on peut difficilement faire mieux, que ce soit sur la carte SD ou sur la CF, par exemple. Ensuite, bah, toutes les grandes marques, je ne peux que vous les conseiller parce qu'elles ont toutes pignon sur rue et elles font leurs preuves, en tout cas elles ont fait leurs preuves. Par contre, je vous déconseille vraiment, mais alors vraiment, les cartes bas de gamme, les cartes que vous trouvez de marques douteuses sur Amazon notamment, parce que bah, ces cartes, en fait, niveau fiabilité, vous allez peut-être les payer moins cher, mais peut-être que dans le temps, elles vont plus vite cramer, et si vous perdez vos données, et bien là, ça peut être problématique, notamment si vous n'avez qu'un port sur votre appareil photo. Si encore vous en avez deux et que vous faites une double sauvegarde, bon, à la limite, pourquoi pas, mais moi, je vous conseille vraiment de partir sur les grandes marques, et que ce soit SanDisk ou Lexar, je n'ai jamais eu le moindre problème. Et dans toute ma vie de photographe, je n'ai qu'une seule carte qui a grillé, et c'était au bout d'années et d'années d'utilisation, donc je trouve pas ça non plus faramineux. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser, je serais ravi de savoir par exemple, ben, vous, quel type de carte vous utilisez, de quelle marque, etc. Je serais curieux de savoir votre pratique, vos avis, et puis aussi si vous avez des questions. Là, on est au mois de novembre, et c'est vrai que d'un point de vue actualité, il y a le Black Friday qui arrive. Alors, attention, hein, je suis pas là pour vous dire qu'il faut acheter. Simplement, moi le premier, on achète du matériel, et c'est vrai qu'il y a des moments dans l'année dans lesquels vous avez des promos qui sont intéressantes. Donc là, je vous invite vraiment à regarder, parce que souvent, vous avez de grosses promotion. Donc moi, je vous invite forcément à regarder chez Miss Numérique. Et si vous commandez chez Miss Numérique, je vous invite à passer par les liens qui sont dessous. Ce sont des liens affiliés. En fait, vous, ça ne change rien à votre vie. Mais si vous commandez par ces liens, moi, je touche une petite commission. Mais vous, encore une fois, ça ne change rien. Et sinon, vous pouvez utiliser le code créateur NoCap dans votre panier. Et là aussi, moi, je toucherai une petite commission. Et ça permet de soutenir la chaîne. Et en attendant, je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.